Bonjour à tous et à toutes, Supergirls du cinéma et Wonder Woman de la science, et toutes celles et ceux qui nous écoutent en se demandant si la Barbie prix Nobel de physique existe. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science, où le 7ème art la ramène. Sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que nous vous proposons, puisque la saison 4 commence le mois prochain. Mais en attendant, ceci est un petit hors-série et il porte sur les femmes dans la science. Nous verrons à la fois comment les femmes scientifiques n'ont pas toujours eu pignon sur rue, et c'est un euphémisme que de le dire, ce qu'est l'effet Mathilda, quelle est la situation actuelle et ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses. Au passage, nous verrons qui sont les héroïnes scientifiques du cinéma et des séries et comment celles-ci peuvent nous inspirer. Avec moi dans l'aventure, je peux compter sur Corinne Aubert, directrice de recherche CNRS, directrice de l'Institut parisien de chimie moléculaire à Sorbonne Université et coordinatrice du laboratoire d'excellence LabEx MyChem de 2011 à 2017. Elle a également été la première doyenne de la faculté de sciences et ingénierie de Sorbonne Université. Et Nebéouia Griffet, enseignante chercheuse en chimie à Sorbonne Université au laboratoire Phoenix, physico-chimie des électrolytes et nanosystèmes interfaciaux. Et là, j'ai vraiment travaillé tout ça un petit peu comme piano-panier, je crois, et chargée de mission égalité femmes-hommes à la Société chimique de France. Bonjour Corinne, bonjour Nebéouia. Bonjour. Au cas où ce n'était pas très clair pour tout le monde, il est bon de préciser que votre domaine de recherche, c'est la chimie. Mais Corinne, je disais que vous avez été doyenne de la faculté de sciences et ingénierie, mais ça veut dire quoi ? Doyenne, c'est-à-dire c'est la personne qui politiquement gère la politique de la faculté. D'accord. Donc voilà. On est sur un gros poste, surtout à Sorbonne Université. Sur le chef d'État de l'université, quoi. Ouais. De la faculté, la Sorbonne Université étant composée de 3 facultés, médecine, humanité, arts, sciences, arts et lettres, et sciences et ingénierie. En 2020, pour revenir un tout petit peu en arrière, il y a 3 femmes scientifiques qui avaient obtenu un prix Nobel, donc Andrea Ghez en physique, ainsi que Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna en chimie. En tout, si on va faire le compte, il y a eu 58 femmes qui ont reçu un prix Nobel, contre, et roulement de tambour, 885 pour les hommes. Voilà, on est sur un petit ratio de, je crois, à peu près 4% ou moins de 4%. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, pour sortir des prix Nobel, il y a même une seule femme mathématicienne qui a reçu la médaille Fields, et c'était en 2014, l'Iranienne Mariam Mirzakhani. Donc, même si les prix, ça fait pas tout, on est d'accord dans la vie, c'est quand même symbolique, c'est quand même représentatif, et on voit que ça fait peu. Vous, quel est votre ressenti, Corinne et Nebéouia, par rapport à cette représentation des femmes dans la science, comme ça, rien que spontanément, avec ces chiffres, mais aussi votre expérience, j'imagine? Alors, pour ma part, elles sont trop peu représentées. Alors, en plus, dans les sciences dures, on a du mal à faire venir les jeunes femmes, hein. Et je pense qu'au-delà des sciences, elles ont des postes qui restent plutôt des postes de technicienne, d'assistante ingénieure, et très peu avec des postes à responsabilité. Alors, Corinne n'est pas le bon exemple. Hein. Ah bah si, heureusement, il en faut quand même. Oui, mais pour par rapport à ce que je dis. Oui, moi, c'est la même chose. Je pense que les femmes ne sont pas assez représentées. On en discute très souvent. Je crois qu'il y a à peu près... alors, peut-être que Sorbonne Université, je vais complimenter mon université, et essentiellement en chimie, il y a 46% de femmes et avec un taux de 30% de professeurs. Ça représente pas tout à fait la moyenne des femmes en termes de postes académiques. Je pense aussi dans le privé, hein, il y a assez peu de femmes. Il y en a, mais pas forcément à des postes de direction. Et bon, ça évolue tout doucement, mais c'est quand même très très lent. Alors que dans les premières années de l'université, il y a beaucoup de jeunes femmes. Et qui sont en première année en licence. En licence, le LM, par exemple, à Sorbonne Université, il y a beaucoup de femmes dans des portails, surtout les portails un peu, enfin, ça a changé d'appellation, mais un peu les portails qui sont liés à la biologie, à la chimie, à la géologie. Il y a quand même beaucoup de personnes. Mais plus on évolue par exemple, vers le doctorat, il y a une fuite un petit peu des femmes dans les sciences. Et puis, plus la science se durcit, c'est-à-dire quand on va de la biologie aux mathématiques, à toutes les sciences de l'ingénieur, il y a beaucoup moins de femmes.
Oui, en toute façon, on va en parler après de l'effet tuyau percé, notamment, oui, c'est-à-dire d'un seul coup, ces femmes qui disparaissent. La nature. Plus on monte. J'ai eu l'occasion de découvrir une statistique qui parle de 30% de femmes scientifiques dans le monde. Et ces 30% ne sont pas équitablement répartis dans toutes les disciplines. Comme vous le disiez, il y a moins de femmes dans les sciences dites dures, qui comprennent les STEAM, c'est-à-dire les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Mais quels sont les domaines les plus féminins, entre guillemets ? Tout ce qui est l'interface du domaine médical, il y a quand même beaucoup de femmes. Après, si on considère les sciences humaines et sociales comme étant des sciences, évidemment, il y a énormément de femmes. Oui. Alors, pourquoi ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et de toute façon, on va essayer d'y répondre un petit peu plus tard. On va essayer d'y répondre un petit peu, même si je crois que c'est difficile d'y répondre parce qu'il y a beaucoup de facteurs sociaux, de discrimination aussi, dépendant des milieux socioculturels aussi. Et je risque de ne pas vraiment vous surprendre, mais cette faible représentation des femmes dans la science n'a rien de nouveau. Historiquement parlant, même si ça va un peu mieux depuis la fin du XXe siècle, les femmes ont toujours manqué de visibilité. À votre avis, pourquoi ? Je dirais qu'en faisant un peu de bibliographie, on s'est rendu compte qu'il y avait, on le sait ça, mais qu'il y avait beaucoup de femmes effacées, oubliées. Et ça, c'est dur parce qu'il y a eu beaucoup de personnes, de femmes qui ont fait des travaux et qui ont été, enfin c'est l'effet Mathilda, où il y a eu vraiment une minimisation de leur contribution au succès de certaines recherches. Je pense que ça dépend aussi des disciplines. Des disciplines, oui. Alors, si on en revient à la chimie, effectivement, on peut voir... on va parler de Marie Curie, c'est celle qu'on connaît le mieux. C'est qu'on connaît le mieux. Si on dit prix Nobel, Marie Curie. On ne connaît qu'elle. Oui, alors que finalement, il y a aussi sa fille qui a reçu un prix Nobel et dont on ne parle jamais. Irène Joliot-Curie, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas. Non. Donc finalement, quand on parle de femmes dans la recherche, Marie Curie. Non, c'est un peu vexant. C'est vrai que d'être toujours, de dire qu'il n'y en a qu'une pour cacher la forêt, c'est quand même un petit peu difficile. Il faut dire que pendant de nombreux siècles, les femmes étaient considérées comme une sous-catégorie d'êtres humains à qui on ne permettait pas toujours l'accès à l'éducation, alors encore moins aux sciences, pensez-vous. Et Nebéouya, vous mentionniez Marie Curie, mais il faut préciser que le prix Nobel qu'elle a reçu, le premier, elle le doit à la persistance de son mari, car le comité Nobel l'avait tout simplement ignoré. C'est d'ailleurs en partie ce que raconte le film Radioactif de Marjane Satrapi. Nous pensions tous que les atomes étaient finis et stables. Ce n'est pas le cas pour certains d'entre eux. J'ai appelé cela la radioactivité. Notre découverte pourrait soigner le cancer. C'est extraordinaire. Tu as changé le monde. Notre travail est en lice pour le Nobel. La nomination ne fait état que de mon nom. On est en plein effet Mathilda que vous évoquiez, Corinne. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi cela consiste, cet effet Mathilda ? C'est finalement toutes ces femmes oubliées qui ont participé à des grandes découvertes et qui n'apparaissent pas ni dans les publications, ni dans les prix Nobel. Elles n'apparaissent même pas en remerciements. Et donc, effectivement... même pas en petite note de bas de page ? Même pas en note de bas de page. Non, même pas. Non, alors, Mathilda, c'est surtout le nom d'une femme féministe américaine. Oui. Et on a repris donc ce nom-là pour désigner ces femmes qui n'ont pas été reconnues dans des grandes recherches. Ouais. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Enfin, on a été surprise, finalement, en regardant un petit peu le nom de ces femmes. Moi, par exemple, j'ai découvert que Rosalind Franklin, qui est au Franklin, qui a découvert, qui a fait des études, qui était chercheur. En plus, ça m'a un peu choqué. L'éthique au CNRS, il n'y avait pas de comité d'éthique à cette époque-là. Qui était un chercheur CNRS, qui est allé, je crois, au Boston College ou quelque chose comme cela, et qui a, qui travaillait sur la diffraction, la cristallographie et diffraction des rayons X, qui a découvert la structure. C'est elle qui a découvert la structure de double hélice de l'ADN, qu'on attribue, moi je croyais que c'était Watson et Crick, et ils ont eu le prix Nobel. Donc elle l'a découvert en 1958, 1958, et le prix Nobel a été donné à Watson et Crick en 1962. Ils ne l'ont même pas cité. Non.
Elle n'a absolument pas été citée. Alors je reviens rapidement sur la fameuse Matilda qui donne son nom à ce concept d'invisibilisation des femmes. Matilda Joslyn Gage était une militante féministe américaine du 19e siècle qui avait notamment, et ce n'est pas son seul fait, pointé du doigt cette façon d'effacer ou de récupérer le travail des femmes par les hommes, et ce dans tous les domaines confondus, il n'y a pas que la science. Je vous encourage à vous renseigner sur cette abolitionniste et écrivaine brillante, mais aussi sur l'effet qui porte son nom, qui lui a été créé par Margaret W. Rossiter en 1993. On découvre que beaucoup de femmes scientifiques, à l'instar de Rosalind Franklin, dont vous venez de parler, ont ainsi été passées à l'as. On les trouve assez facilement, finalement, quand on tape Effet Matilda dans Wikipédia, on trouve... Moi, il y en a une qui m'a un peu... de Grace Murray Hopper. Alors elle est américaine aussi, qui est une programmeuse informaticienne, mais qui a créé le langage COBOL, qui est un langage informatique, en 1959. Et elle travaille, je crois, je vais lire un petit peu ce que j'ai relevé, sur un compilateur pour la Harvard Mark I, qui est un ordinateur dont l'architecture matérielle avait été définie par un monsieur qui s'appelait John von Neumann, qui est présenté comme l'initiateur de ce programme, des premiers programmes du COBOL. Elle a jamais été reconnue comme l'inventrice de ce programme. Parce qu'elle a travaillé sur une machine qui était de cet homme-là. Oui, qui est une machine dont l'architecture matérielle, je crois l'architecture avait été créée par John von Neumann. Elle a créé le langage qu'elle est avec, et elle n'a pas été reconnue par ce monsieur John von Neumann et par toute la communauté, en fait. Vous m'aviez parlé aussi, quand on s'était vu, de Marthe Gauthier. Alors Marthe Gauthier, en fait, c'est une femme française médecin qui a contribué à la découverte de la trisomie 21 en 1958. Et il y avait un stagiaire du CNRS, Jérôme Lejeune, qui finalement s'est attribué cette découverte à un congrès à Montréal. Alors elle s'est battue toutes ces années pour dire non, c'est moi qui ai découvert ça. Et finalement, c'est en 2014 que l'INSERM a bien voulu reconnaître qu'elle a participé à la découverte de la trisomie 21. Et donc, quand même, finalement... elle a eu raison de se battre parce que le comité éthique a quand même dit c'est vrai, elle y a participé. Et c'était quand? C'était en 50... Oui, c'était quand même en 58. 58, 2014. Oui, 60 ans, quoi, à peu près. 60 ans, ouais. 60, un peu moins. Oui. 56 ans. Ouais. Elle était encore... C'était de son vivant de son vivant. Elle est décédée cette année, malheureusement. Et en chimie, alors, car oui, petit instant coulisses, on se parle avant l'émission. Vous me disiez qu'aucune réaction ne portait le nom d'une chimiste. À ma connaissance, non. À ma connaissance, il n'y a pas de nom de réaction chimique qui correspondent à des noms de femmes. Ouais, ce qui est quand même fou. Alors que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé dans les laboratoires, des personnalités masculines qui ont donné le nom à certaines réactions. Mais je n'ai pas vérifié, mais je pense qu'il n'y en a aucune. En tout cas, les grandes réactions qu'on apprend quand on est à l'université, il n'y a pas de femmes, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Peut-être qu'un jour il y aura la réaction à Corinne Aubert. Non. Ma recherche ne me conduira pas à donner ça dans une réaction. Vous venez donc de citer 3 femmes scientifiques qui ont été spoliées ou carrément effacées, mais il y en a beaucoup d'autres et on vous encourage à y jeter un œil. D'ailleurs, un média qui se fait de plus en plus l'avocat et le témoin de ces grandes savantes oubliées, c'est le cinéma. Et je pense notamment au film Agora de Alejandro Amenábar sur la grande mathématicienne et astronome de l'Antiquité, Hypatie. Quelle figure allons-nous obtenir? Une ellipse dont le soleil est l'un des foyers. Parce que, finalement, qu'est-ce qu'un cercle si ce n'est une ellipse très particulière, dont les foyers se sont rapprochés jusqu'à se confondre en un seul? Film que je vous recommande absolument. De votre côté, Corinne Enebewia, vous aviez souhaité mettre en avant une autre œuvre qui vient contrecarrer cet effet Matilda, c'est Les figures de l'ombre de Théodore Melfi, qui revient sur l'histoire incroyable des 3 scientifiques africaines-américaines qui ont permis aux États-Unis d'envoyer un homme dans l'espace. Vous avez vos papiers avec vous? NASA, monsieur. Je savais pas qu'ils employaient des gens... Il y a beaucoup de femmes qui travaillent pour le programme spatial. L'équipe de recherche a besoin d'un ordinateur. C'est Catherine qu'il vous faut. Elle vient à bout de tous les calculs qu'on lui soumet. Vous êtes la première femme de couleur à travailler ici, ne me mettez pas dans l'embarras. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé
par la personnalité des trois femmes qui sont présentées, qui étaient des mathématiciennes extrêmement douées, et surdouées même, on peut le dire. Et ce qui est bon, alors dans le film, il y a double peine, je dirais. Il y a la ségrégation raciale, elles sont noires et elles sont femmes. Et dans un pays où il y a la ségrégation raciale. Donc, c'est extrêmement difficile d'exister. Et elles ont des personnalités tellement fortes qu'elles arrivent à exister avec... Bon, le film les représente, on les aime, quoi. On a envie de les défendre, on a envie de tous ces hommes. Et moi, je me souviens, on se le rappelait en discutant récemment, celle qui fait les calculs de trajectoire qu'on voit dans la salle de calcul avec le chef du projet, il n'y a pas une seule femme. Il n'y a que des hommes. Et ça, c'était elle. Enfin, il y a des hommes partout, mais là, dans cette salle, il y a que des hommes, et c'est assez impressionnant. C'est assez visible. Enfin, en tout cas, c'est d'un seul coup, visuellement, on se rend compte. C'est pas juste de le dire, c'est que visuellement, on le voit. En plus, il y a un rejet parce qu'elle est noire. En effet, il y a même une intersectionnalité des problématiques où se croisent sexisme et racisme, qui en fait un film définitivement important sur cette thématique. Mais ce que montre aussi votre enthousiasme à l'endroit des figures de l'ombre, c'est la nécessité des modèles, des représentations. Par exemple, entre les années 90 et 2010, il y a eu ce que l'on appelle l'effet Scully, du nom du personnage de Dana Scully, l'héroïne de X-Files, qui a mené de nombreuses jeunes femmes à poursuivre leurs études, notamment en sciences, médecine et ingénierie. Elles voyaient dans ce personnage un modèle féminin de scientifique respecté, capable de résoudre des histoires incroyables et de tenir tête aux hommes et aux extraterrestres aussi. Et vous avez eu des modèles fictifs ou bien réels ? Alors, effectivement, déjà pour ma part, je viens pas d'un milieu où je suis entourée de femmes qui ont fait de la recherche ou qui ont des postes à responsabilité, voilà. Donc, c'est qu'en arrivant en master que j'ai pu voir qu'on pouvait être une femme, qu'on pouvait être chercheuse et brillante. Donc, j'avais rencontré Bernadette Charleux à l'époque à Sorbonne Université lorsque j'ai fait... Et Bernadette Charleux. Alors, c'était une professeure à Sorbonne Université en polymère. Donc maintenant, elle est partie de Sorbonne Université. Elle est dans l'industrie. Quand vous avez dit c'était, j'ai cru que... Non. D'accord. Non, elle est partie dans l'industrie. Mais effectivement, la première fois que je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée tout de suite brillante. Et je me suis dit, ah là là, on peut être femme et brillante et chercheuse et chef d'équipe. Donc je me dis, c'est possible. Et c'est peut-être elle qui m'a donné envie d'aller en doctorat. Et puis en doctorat, j'ai été encadrée aussi par une femme à nouveau qui était brillante. Et voilà, je me suis dit, c'est ce genre de travail que je veux faire. Je vais être enseignante chercheuse. Puis voilà, après tout au long de ma carrière, quand je suis arrivée à Sorbonne Université, j'ai rencontré Christine Ménager, qui est professeure. Et donc, elle aussi, elle m'a démontré qu'on peut être une femme, chef d'équipe. Et puis, il y a eu Corinne Aubert, qui voilà, a fait un discours après avoir été élue à la direction de la faculté des sciences et ingénierie, qui m'a aussi donné l'envie. Voilà, je me suis dit, on peut être une femme, on peut être ambitieuse, on peut être brillante. Voilà, pourquoi pas ? Pourquoi pas moi ? Et Corinne, en plus d'être une inspiration, visiblement, j'ai été moins d'images de femmes qui m'ont inspirée. Je viens aussi d'un milieu où mes parents n'étaient pas du tout scientifiques, mais je suis la dernière d'une famille de 4 enfants où ma mère nous poussait en nous disant, mais je crois que pour toi, Alléluia, il faut être indépendante. Moi, j'étais motivée par tout cela. Et moi, j'aimais les sciences. J'avais un frère qui était professeur de physique-chimie dans un lycée. Et je pense que ça m'a excessivement inspirée. C'est lui qui m'a donné envie de faire des sciences parce que, il s'occupait aussi beaucoup de moi. On discutait beaucoup de physique, de chimie, même de mathématiques. Et ça m'a motivée pour faire des sciences. Ensuite, après, lors de ma thèse, j'avais un directeur de thèse, mais j'étais dans un laboratoire où il y avait 3 femmes assez remarquables qui doivent avoir maintenant autour de 75 et 80 ans, mais qui étaient des sacrées personnalités. Le laboratoire, quand je suis arrivée, avait été dirigé, mais elle était toujours présente par une femme qui s'appelait Bianca Tchoubar, qui était un grand nom de la chimie, puisque c'est elle qui avait introduit en France un peu les mécanismes réactionnels et non plus cette chimie au lasso où on attrapait un breton
breton. Donc, on attrapait un breton avec des lassos. Oui, non. Pardon, l'image est étrange dans ma tête. Mais c'est un peu ça. C'était ce qu'on appelait autrefois, où on n'expliquait pas les mécanismes réactionnels. On parlait de cette chimie au lasso, où on faisait des réactions en mettant dans une boucle tout ce qui s'en allait, tout ce qui arrivait, quoi. C'était un peu... Et ce qui est bien, je suis pas de la même génération que Nebeuia, donc c'est bien. Mais ces femmes, je les ai trouvées indépendantes, volontaires. C'était pas forcément des très grandes scientifiques, mais c'était des gens qui se battaient pour faire reconnaître la place des femmes aussi dans les sciences. Donc ça, c'était une source d'inspiration. À votre avis, pourquoi ça bloque ? A priori, les choses ont changé, les femmes ont accès à la même éducation que les hommes, et pourtant, je le répète, il n'y a en moyenne que 30% de femmes scientifiques dans le monde. On est loin de la parité. En fait, comme le disait Corinne tout à l'heure, finalement, quand on regarde les étudiants en licence ou en master, on a quasiment la même proportion de filles et de garçons. Et c'est plutôt après le doctorat, enfin pendant le doctorat même, qu'on a une fuite des femmes. Alors pourquoi ? C'est une très bonne question. Est-ce qu'elles ne se disent pas que pour avoir une carrière académique, par exemple, il faut être vraiment dans le top. Pour faire une belle carrière, il faut être la meilleure. Et elles se disent que peut-être en allant plutôt vers un autre domaine, le domaine des brevets ou les maisons éditoriales, typiquement, je sais que dans Angewandte Chemie, qui est un journal de chimie, il y a 50% des femmes qui sont éditrices de ce journal. Et donc, peut-être qu'elles vont vers des emplois qui leur demandent moins d'investissement, qui sont moins risqués pour elles, où elles vont peut-être être moins en compétition avec les hommes. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème au niveau de la licence et du master. En tout cas, quand je parle de ce cas-là, c'est pour la chimie. C'est plutôt après. Elles s'en vont, peut-être parce qu'elles veulent fonder elles-mêmes une famille. Elles se disent que c'est pas compatible. L'emploi de chercheur ou d'enseignant-chercheur n'est pas compatible avec une vie de famille. Voilà, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Il existe depuis les années 60 aux États-Unis le test du Draw Me a Scientist où des enfants à partir de 6 ans doivent dessiner un ou une scientifique. Bon, ça marche mieux en anglais parce que le E, il n'est pas ni masculin ni féminin. Mais bon, dans les années 60, environ 1% des filles dessinaient une femme scientifique. C'est pas beaucoup. En 2016, elles étaient 58%. L'éducation est donc essentielle pour amener les femmes vers la science. Mais complètement. Alors moi, je pense qu'il y a différents niveaux. Il y a l'éducation à la maison. Donc je pense que déjà, les parents n'éduquent pas leur enfant à aller vers les sciences. Voilà. Peut-être que ça reste encore un peu pour les hommes. Ensuite, il y a l'éducation à l'école. Alors, à l'école, on va pas non plus mettre le problème sur les enseignants, mais je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des mathématiques pour les enfants. Et après, évidemment, il n'y a pas assez de représentation. Quand on est en primaire, on ne sait pas forcément qu'il y a des femmes scientifiques. Alors peut-être qu'il faudrait faire venir des femmes scientifiques dans les écoles primaires pour leur montrer, regardez, je suis une femme, je fais des sciences. Et je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui font ça maintenant, notamment l'association Femmes et Sciences. Elles vont voir les enfants dès l'âge de 6 ans pour leur montrer, regardez, on est scientifique, on est des femmes, et puis c'est pas impossible. Et peut-être que d'avoir déjà des représentations comme ça, ça permet aux petites filles de se projeter. Que quand on n'en a pas, c'est un peu difficile de se dire moi aussi je peux être scientifique. Je crois que la crise qu'on vient de vivre du Covid, elle a montré quand même une image des sciences avec les fausses nouvelles et les fake news et tout qui était assez désastreuse pour tout le monde était scientifique et personne ne l'était. Enfin, c'était quelque chose d'assez incroyable et ne n'est pas forcément une belle image de la science, mais je pense que ça aurait dû passionner plein de gens, trouver comment on guérit ce virus, etc., comment on peut le maîtriser. Et je sais pas. Et je crois que ça, c'est un problème aussi des médias qui doivent donner d'autres images que quand on invite des scientifiques à des émissions de télévision. Il doit y avoir des femmes. Je pense qu'il y a eu des femmes médecins qui ont été interviewées, qui ont donné des belles images aussi d'infectiologues,
et pendant cette pandémie. Bon, d'autres, je trouve que les femmes ont eu une plus belle image que les hommes dans cette crise, en fait. Mais ce que montre aussi cette étude de Draw Me a Scientist, c'est que plus les filles vieillissent, plus elles ont tendance à dessiner des hommes. On pourra alors se demander si, au niveau de l'éducation, ou à cause d'un sexisme ordinaire, ou encore par l'absence de représentation, on les découragerait pas un petit peu et qu'elles finissent par se dire que c'est pas pour elles, en fait, les sciences. Alors déjà, je pense que les femmes ont moins confiance en elles que les hommes. Il y a une étude qui est sortie il y a pas très longtemps où, en fait, quand il y a un poste, un homme, il va cocher 50% des critères, il va postuler. Une femme ne postulera que si elle a 75% des critères. Donc rien que ça, ça montre la confiance qu'elle a en elle. Et donc, si on a un manque de confiance en soi, on ne va pas aller vers des sciences un peu compliquées, type mathématiques, type chimie, biologie, etc. Donc, je ne sais pas comment ça arrive, pourquoi les femmes ont moins confiance en elles que les hommes, mais je pense que c'est quelque chose de général. Je pense qu'il n'y a pas assez de représentation des femmes dans les sciences. Il y a des femmes en sciences, mais elles sont ignorées un peu quand même. Il y a quand même une femme qui a eu le prix Nobel en 2020, Emmanuelle... Oui, 2020. Charpentier. Ouais, même le Premier ministre de l'époque s'était trompé en disant que c'est une Française. Effectivement, elle est française. Elle a même fait préparer son doctorat à Sorbonne Université. Et elle a fait toute sa recherche en Allemagne, aux États-Unis. Enfin, en Allemagne, essentiellement. Parce qu'on ne mettait pas en avant en France. Enfin, elle n'a peut-être pas trouvé les... Elle n'avait pas, je pense, en France, on ne lui a pas donné les moyens de sa créativité. Je pense. Le cinéma aussi peut entretenir des clichés ou des biais. Par exemple, si l'on prend le docteur Ryan Stone, joué par Sandra Bullock dans Gravity d'Alfonso Cuarón, ou le docteur Louise Banks, joué par Amy Adams dans Premier Contact de Denis Villeneuve, et il y en a d'autres, on remarque qu'elles n'ont pas de famille, ou alors que leur enfant est décédé. Comme si la famille était un handicap pour exceller dans son domaine. Est-ce que la maternité potentielle peut être vue comme un frein dans le monde scientifique ? Et je crois que vous-même, vous êtes maman, Nebéouya. Oui, je suis maman, effectivement. J'ai pas vraiment ressenti jusqu'à présent de discrimination liée au sexe dans ma carrière. Par contre, effectivement, si je ne l'ai pas ressenti, c'est parce que tout a été mis en place, en tout cas pour que on tienne compte de la maternité des femmes actuellement. Quand on dépose un projet, quand on postule à un poste de professeur, j'y suis pas encore, mais un de ces jours, on tient compte effectivement de tous ces critères de « Ah, elle s'est quand même arrêtée plusieurs mois pour s'occuper de son enfant » ou alors elle a pu moins bien mener ses recherches. Alors ça, c'est en théorie. Ah oui, d'accord. Il y a la théorie, il y a l'officiel et l'officieux. D'accord. Non, ça, c'est la théorie. Après, je n'ai pas forcément bien profité de ce temps parce que, étant très stressée, je me suis dit que si je prenais ce temps pour m'occuper bien de ma fille, c'est un temps que je perdais. Et voilà, je ne me suis pas vraiment arrêtée pour ma part durant mes congés maternité. J'ai toujours travaillé. Et d'ailleurs, je le fais là actuellement. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est pris en compte lorsqu'on postule, comme je le disais, à un projet, à des appels à projets, etc. Mais bon, malgré tous ces efforts qui sont faits, personnellement, mais dans la tête, on culpabilise encore. Dans ma tête, je culpabilise. On se dit, si je prends ce temps, je risque de me faire doubler par ailleurs. C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors que pourtant, les choses sont faites pour qu'on prenne ce temps. Mais peut-être que c'est pas encore bien ancré dans nos esprits. Voilà. Moi, je n'ai pas eu d'enfant, pas pour des raisons professionnelles, pour faire passer ma carrière avant. C'était plus pour des raisons personnelles, de vie, de chemin de vie. Mais je pense que tu as raison, Nebéouya. Même s'il y a des choses qui sont mises en place, l'ANR, le RC au niveau de l'Europe, etc. C'est quoi, le RC, c'est European Research Council. Ce sont des financements de projets très importants par l'Europe. Enfin, je crois, Nebéouya, tu peux en parler plus facilement que moi puisque tu en as déposé. C'est un travail, c'est un peu l'excellence européenne qui obtient ces projets. L'Europe a fait un très très gros effort pour étudier différemment les dossiers des femmes et des hommes et tenir compte des grossesses, etc. Mais je sais pas, ça le fait pas encore complètement. Je crois qu'il y a encore, et là moi je reviens sur il n'y a pas d'imam, il y a la manque de confiance en soi, mais il y a l'autocensure. L'autocensure est terrible chez les femmes. Moi, je fais partie quand même pas mal au cours de ma carrière de comité de sélection pour les postes de professeur.
Et je pense que moi, il y a des collègues, je trouve, qui auraient dû postuler sur ces postes, qui ne l'ont pas fait. Et je pense, non, mais je n'ai pas le dossier suffisant. Et on voit des hommes qui viennent, ça répond un peu aussi au test dont tu parlais. Oui. C'est vraiment étrange, quoi, parce qu'il y a des hommes qui postulent avec des dossiers bien inférieurs à moindre que les femmes qui auraient pu le faire et qui ne l'ont pas fait. Parce que elles ont, un peu une peur, un manque de confiance en soi. Une autocensure qui se met en place. Vraiment une autocensure. Je pense que chez les femmes, il y a une autocensure très forte qui se ressent sur les postes, mais qui se ressentait à un moment sur les primes aussi. Les demandes de primes. Oh, non, je le demande pas. C'est vraiment étrange. Oui, c'est pas ma place. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Non, c'est. C'est fou, hein. C'est fou. Et ça, pour le coup, c'est vraiment dans toute catégorie socio-professionnelle, ça je pense. De manière plus pragmatique, en mettant de côté l'aspect simplement sexiste de la chose, quels sont les risques d'un manque de femmes dans la science ? Alors ça va être dans les années futures. Pourquoi ? Parce qu'on va beaucoup plus s'intéresser au numérique. Or, il a été démontré qu'il y a de moins en moins de femmes qui s'intéressent ou qui font des études dans ce domaine. Je crois qu'on est à moins de 15%. Donc si on a peu de femmes qui font des études dans le numérique et il va y avoir de plus en plus de postes, finalement, elles vont pas saisir l'opportunité de trouver un travail plutôt bien payé et qui a de l'avenir. Donc, je pense que c'est là qu'on va avoir de réels soucis. En effet, c'est un gros souci pour l'intelligence artificielle, par exemple, parce que si les algorithmes sont uniquement créés par des hommes, on peut aisément imaginer que certaines considérations féminines ne soient pas du tout prises en compte. Je pense que là, il va falloir faire une grosse campagne de promotion pour aller chercher un peu les jeunes filles et qu'elles aillent dans ces domaines. Parce que c'est l'avenir et qu'on va pas avoir le choix. Et ce qui est encore plus problématique, c'est qu'il y a une réforme qui est sortie en 2019, la réforme Blanquer, où finalement, on a le choix de prendre les mathématiques au baccalauréat. Et il a été démontré qu'on a perdu 10% de jeunes filles en mathématiques, ce qui est énorme. Finalement, tout ce qui a été fait durant 20 ans pour intéresser les jeunes filles aux mathématiques, eh bien, on l'a perdu en moins de 2 ans par une réforme. Et alors là, je ne sais pas comment on va aller récupérer les jeunes femmes qui ne font plus de mathématiques. Dans vos recherches, Nebéouya, vous travaillez notamment sur le cancer du sein. Alors on peut penser que s'il y a moins de femmes dans certains domaines, le risque est de voir des champs entiers ne pas être traités ou prendre du retard, comme pour l'endométriose, qui est un exemple parmi d'autres. Je crois que dans le domaine médical, c'est là où, en tant que femme médecin, chercheuse, c'est là, à l'INSERM, il y a beaucoup de femmes, je crois. Oui, à l'INSERM. C'est quand même dans des domaines... Dans des domaines comme le cancer du sein, à l'Institut Curie et tout, il y a autant de chercheuses. Il y a beaucoup de chercheuses, soit médecins, soit chimistes, soit biologistes, qui travaillent. Je suis pas sûre que ça soit le domaine médical qui sera le plus. Mais je reviens un peu sur le numérique. Le numérique, je trouve que ça sera un peu dramatique si les femmes ne participent pas à l'évolution du numérique. Parce qu'on sera un peu ça sera des citoyens un peu pas de seconde catégorie. Tout à fait. Ça sera la première, ce sera les hommes, quoi. Et c'est eux qui auront le développement de tout l'outil. Mais pour en revenir effectivement au fait que les femmes s'intéressent par exemple au cancer du sein. Donc moi, typiquement, je travaille avec une directrice de recherche, Michèle Sabat, au Centre de recherche Saint-Antoine. Et c'est parce que c'est une femme, je pense, qu'elle s'est intéressée au cancer du sein. Et je me suis rendu compte, en faisant un peu de recherche, qu'on ne s'intéresse pas non plus au papillomavirus. Donc, qui intéresse beaucoup les femmes. Enfin, qui touche les femmes. Oui, particulièrement. Ça peut provoquer un cancer de l'utérus. Qui touche les femmes. Oui, mais pour plus les cancers de l'utérus, je crois. Oui, c'est ça. C'est surtout ça, oui. Et donc, justement, pour l'avenir, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bouger les lignes un peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que justement ce 30% mondial de femmes dans la science, il augmente, pour faire justement ce que vous disiez, réintéresser peut-être les jeunes filles, les jeunes femmes aux sciences et leur donner cette confiance en elles pour qu'elles aillent jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qui est fait déjà à l'heure actuelle ? Bon, il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà faites. Comme je disais, il y a l'association Femmes et Sciences qui essaye d'aller à l'école primaire pour promouvoir un peu les sciences. Il y a quand même la fête de la science qui a lieu chaque année. J'allais le dire. C'est ça. Et il y a un succès absolument fou avec les enfants. Tout à fait. Les petits. Les Sorbonne Université organisent ça plutôt bien. Chaque année, il y a des écoles primaires qui viennent à la fête de la science
pour certaines écoles, elles sont souvent très loin de Paris et n'ont donc pas accès forcément à la Cité des Sciences, etc. Donc c'est le moyen pour ces enfants de venir voir pour la gratuit, première. Et c'est gratuit en plus. Gratuit. Donc il y a ça. Et puis j'ai vu qu'il y a de plus en plus de BD qui sont faites et qui mettent en avant les femmes chercheuses. Et donc, peut-être que ça peut intéresser les filles ou même les garçons, parce que c'est bien aussi pour eux de savoir qu'il y a des femmes. Il y a des podcasts qui existent, maintenant celui-ci, par exemple. Mais il y en a d'autres. Il y a pas mal de choses. Il y a L'Oréal UNESCO qui a créé cette fameuse bourse qui est donnée aux doctorantes et post-doctorantes brillantes en France et dans le monde entier. Sorbonne Université, la fondation a des bourses plurielles qui sont des bourses d'études réservées aux femmes. Donc il y a quand même des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites, oui. Et je crois que, en termes plus global, je pense qu'il faut aller à l'avant devant les enfants, en fait, leur donner le goût des sciences. J'avais une amie sa fille était à l'école primaire, mais dans les petites classes, elle avait été montrer ce que c'était que la chimie. La chimie, c'est pas que quelque chose qui pollue, quoi. C'est un médicament, c'est de la chimie. Une couche culotte, c'est de la chimie. Tout à fait, Elle avait pris plein de petits exemples comme ça, du shampoing, alors, ça paraît bizarre à l'époque où on va tout vers le bio, mais il y a quand même des choses. Et ça, je trouve que les enfants, ils étaient bouche bée. Alors, je ne sais pas si peut-être les enfants qui étaient là, il y en a qui sont devenus scientifiques, j'en sais rien, mais c'est assez intéressant. Je pense aller au-devant des collégiens aussi, c'est peut-être là où ça se dessine. Après, pour l'évolution au niveau des métiers, moi, il y a un moment, j'étais totalement contre, mais maintenant, j'ai changé d'avis. Est-ce qu'il ne faudrait pas des quotas ? Moi, les quotas, ça permet de faire avancer. On regarde à l'Assemblée nationale, il y a eu des élections, il fallait un homme, une femme, sur les listes, je ne sais plus pour quelles élections. Là, cette fois-ci, la nouvelle Assemblée, il y a moins de femmes qu'avant. Ça, c'est un peu inquiétant. Et ça, je trouve que c'est en mettant des quotas où il faut pour imposer des femmes, changer les mentalités aussi. Changer les mentalités, ça fait évoluer les mentalités. Je crois que je sais qu'en Allemagne, en Allemagne, ils le font. Ouais. Ils imposent des quotas pour justement que les femmes aient des postes à responsabilité aussi. Et je sais qu'en Écosse, par exemple, ils vont donner de l'argent. L'État va subventionner des entreprises pour qu'elles embauchent plus de femmes que d'hommes pour rééquilibrer un petit peu la balance. Après, la France est un mauvais exemple. Enfin, on n'est pas très bon dans l'égalité homme-femme. Non, mais si on regarde les pays d'Europe de l'Est, on regarde en recherche, il y a 50% d'hommes, 50% de femmes. Alors qu'en France, on est à 30%. Oui, on est dans la moyenne mondiale. Crois, oui. Donc finalement, on n'est pas très bon en Europe. C'est vrai que j'ai emmené sur la bourse vite fait l'UNESCO L'Oréal. Donc c'est le prix pour les femmes et la science, c'est ça. Oui. Il récompense 5 chercheuses dans le monde à chaque fois. Et parmi les 112 lauréates qui l'ont eu, 5 ont ensuite obtenu un prix Nobel. Comme quoi, dont Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna en 2020. Donc comme quoi, cette bourse-là est bien utile à partir du moment où on donne... Et elle est bien donnée. Elle est bien donnée. Voilà, mais quand on donne les clés finalement aussi et qu'on permet aux femmes de développer leur science, leur chimie, leur physique, peu importe leur matière, la preuve. Donc en effet, les quotas, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Après, c'est vrai qu'ils font quand même beaucoup plus attention maintenant à prendre en comité de sélection 50% d'hommes, 50% de femmes. Quand on va déposer un projet ANR ou... Alors, ANR, c'est Agence nationale pour la recherche. Merci. Quand on dépose un projet ANR ou un projet ERC, donc l'a dit Corinne tout à l'heure, ils vont faire attention que dans le comité de sélection, il y ait autant de femmes que d'hommes. Pareil, quand il y a les recrutements, maîtres de conférences, professeurs des universités, chargés de recherche, etc. Ils font attention quand même à ce qu'il y ait une représentation. À la composition des comités. Cette parité dans les comités, par exemple dans les jurys de thèse, il y a eu une règle où il fallait, dans le jury de thèse, qu'à peu près la moitié du jury de thèse soit de soutenance de thèse, donc moitié homme, moitié femme.
Et ça, c'était compliqué. Par exemple, les disciplines où il y a peu de femmes, ces femmes sont toujours sollicitées. Donc finalement, c'est quand même c'est beaucoup de travail aussi d'être dans les jurys de thèse, de soutenance de thèse. Ça, quelque part, ça à la fois c'est bien et c'est pas bien parce que ça les handicape pour faire autre chose. De leur propre recherche. Oui, aussi. de leur propre recherche. Et je pense que ça s'est un petit peu assoupli où cette parité, elle a été en fonction un peu je dirais pas du quota de femmes dans la discipline, quoi. On peut pas mettre 50% dans une discipline où il y a que 20% de femmes. C'est extrêmement dur. Oui, donc il faut qu'il y en ait plus pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient sollicités. C'est ça. De plus en plus au cinéma ou dans les séries, on croise ces personnages féminins scientifiques très inspirants, comme Murphy, joué par Jessica Chastain dans Interstellar de Christopher Nolan, ou même Shuri, jouée par Letitia Wright dans le Black Panther de Ryan Coogler. Alors pour vous, quelles seraient les représentations fictives récentes qui vous inspirent, qui selon vous peut-être incarnent le mieux votre réalité scientifique? C'est totalement la parole. Après les goûts, je comprends, on n'est pas tous égaux, on peut se égaux devant les maths, mais aussi devant le cinéma. Je suis d'accord. Alors il y a la série The Big Bang Theory, dans laquelle il y a, je crois que c'est quatre chercheurs, plutôt physiciens, donc des hommes évidemment, qui font la connaissance d'une femme un peu plutôt légère. Et donc voilà, tout tourne autour de leur interaction sociale avec cette femme, etc. Ils commencent à découvrir le monde parce qu'ils étaient tout le temps dans leurs calculs, etc. Et à la 4e saison, arrive enfin 2 femmes chercheuses, et c'est vrai que ces personnages qui ont intégré le casting, elles sont très drôles, elles sont à la fois drôles, intelligentes et elles sont parfaites. Ah bah oui, elles sont parfaites, elles sont brillantes. Alors il y a donc celle qui m'intéresse le plus, c'est Amy, qui est elle est neurobiologiste, c'est ça, neurobiologiste, et donc il y a quand même 12 saisons, donc on la voit beaucoup, qui au départ n'a aucune interaction sociale non plus avec les autres, et elle finit par se marier avec un des personnages principaux, et dans le dernier épisode, ils gagnent le prix Nobel tous les deux. Donc, un homme, une femme. Bon, pour ceux qui n'ont jamais vu la série, je vous spoil. Voilà, gros spoiler. Mais c'est pas grave, je suis pas sûre de la regarder. Mais voilà, donc ils gagnent le prix Nobel tous les deux. Donc déjà, il n'y a pas eu d'effet Mathilda. Ah, c'est très bien. Et ce qui est surprenant, et je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, cette actrice a vraiment eu un doctorat en neurobiologie à l'université de Californie, là où il tourne la série, enfin, a priori. Et donc, finalement, il y a le réel qui va vers un peu l'irréel. Oui, c'est Mayim Bialik qui est une vraie scientifique. Une vraie scientifique. Quand vous les voyez, ces personnages, c'est des personnages de comédie, Big Bang Theory est une comédie. Mais est-ce que vous dites, oui, en fait, ça ressemble un peu à ce que moi je vis? Tout à fait. Donc, elles sont pleinement et bonnement représentatives. Mais je trouve qu'elles le sont. Elles sont à la fois intelligentes et drôles, et je pense qu'on peut l'être dans la vie de tous les jours. Scientifique ne veut pas forcément dire bonne nuit, hein. Faut le dire. Hein. Donc non, je pense qu'elle représente bien ce qu'on voit, sachant qu'en plus, en tout cas pour Amy, elle a finalement une vie, des interactions sociales qu'elle n'avait pas au début. Hein. Et pour c'est Bernadette. Ouais. Bernadette, alors elle est déjà très faux-folle dès le départ. Hein. Elle est déjà très extravertie. Très extravertie, c'est ça. Et donc je pense qu'on peut bien, on peut bien se dire qu'elle représente les femmes qu'on voit aujourd'hui en recherche. Il y a pas de souci avec ça. Et qu'il y en ait aussi 2, et qu'on n'ait pas une idée de qu'est-ce que doit être la femme scientifique, mais plutôt plusieurs représentations. Et donc en plus, elles sont tellement différentes toutes les deux. Et donc, finalement, on peut se retrouver chez l'une comme chez l'autre. Merci, Vos Majestés. Merci aux membres du Comité Nobel. Nous sommes profondément honorés. Et j'aimerais profiter de ce moment pour dire à toutes les jeunes filles d'ici et d'ailleurs qui rêvent de faire carrière dans le domaine scientifique, foncez. C'est le métier le plus passionnant et le plus beau du monde. Et si certaines personnes essaient de vous décourager, ne les écoutez pas. Il faudrait peut-être plus de modèles comme ces personnages féminins pour, qui sait, créer un nouvel effet Scully et attirer toujours plus de femmes dans les métiers scientifiques. En tout cas, merci beaucoup Corinne Aubert et Nebewia Griffith d'être venues nous en apprendre un petit peu plus sur les femmes et la science, de nous partager vos expériences et vos connaissances. Ce hors-série est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve en octobre avec un nouvel épisode de 7e Science, podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.